Sans plus tarder, on va bientôt passer au topo suivant. Et qui dit chirurgie du rachis dit souvent patient douloureux, souvent douleur qui s'est installée depuis un certain temps pour certains, des fois des reprises chirurgicales, des fois voilà, des rachis complexes et compliqués. Et d'où voilà, notre prochain topo avec le professeur Frédéric Aubran autour de la prévention de la chronisation de la douleur. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, prévenir la chronisation de la douleur, c'est déjà, dans un premier temps, dépister les patients les plus vulnérables, ceci dès la consultation d'anesthésie, mais également de chirurgie. Alors, à ce sujet, la SFAR a produit une recommandation en 2016 lors de l'actualisation de la prise en charge de douleurs post-opératoires, avec l'identification d'un certain nombre de facteurs qui interviennent comme, on va dire, facteurs prédictifs de la douleur chronique post-chirurgicale. Parmi ces facteurs, il y a la présence d'une douleur préopératoire, y compris en dehors du site chirurgical, les caractéristiques de la douleur préopératoire, en particulier neuropathique, la prise d'opioïdes préopératoires, la vulnérabilité psychologique, que ce soit la dépression, l'anxiété au sens large, l'angoisse, le catastrophisme, et puis une forme de prédisposition génétique avec un polymorphisme des canaux sodique, potassique et calcique. Alors pour ce qui est de la chirurgie du rachis, il y a 3 facteurs qui sortent un peu du lot, si je puis dire, qui est la présence d'une douleur préopératoire, la prise d'opioïdes préopératoires en quantité importante pour certains patients qui sont opérés de chirurgie lourde, et la vulnérabilité psychologique rentre vraiment en ligne de compte, et on retrouve dans un certain nombre de papiers dans la littérature. Alors, les chirurgiens ont un rôle de prévention de cette douleur chronique post-chirurgicale, et ils proposent parfois des solutions chirurgicales. Alors, concernant la fixation rachidienne, la laminectomie, la dissectomie, il y a des techniques qui évoluent fort heureusement depuis de nombreuses années, avec comme critère de jugement dans la plupart des études chirurgicales, critère de jugement, c'est la morbidité, c'est la réhabilitation, la rééducation et le confort de vie à distance. Mais très peu finalement s'intéressent à la douleur chronique post-chirurgicale. Il y a quelques travaux, j'en ai cité un, qui compare la chirurgie avec mise en place de matériel par rapport à une dissectomie simple, avec pas plus de risque de douleur chronique post-chirurgicale dans l'un et l'autre l'une ou l'autre des situations, mais j'attire votre attention sur le risque effectivement de biais dans ce genre d'études, parce qu'on ne tient pas compte, en tout cas dans ce travail, du parcours individuel du patient. Par contre, ce qui nous intéresse davantage, c'est tout ce qui est prélèvement de greffe osseuse au niveau de la crête iliaque. C'est très souvent ce dont les patients se plaignent le plus, avec jusqu'à 40% de douleur chronique, qui peut être modérée à sévère jusqu'à 16%. Et nos collègues chirurgiens, j'en ai interrogé un il n'y a pas très longtemps, qui connaît bien le sujet, eh bien, ils travaillent sur des techniques de chirurgie, soit sous forme de mini-incision, soit sur des alternatives à la prise de crête, notamment en injectant in situ des protéines recombinantes, notamment pour les alifs, les voies antérieures, ou alors d'administrer des substituts osseux synthétiques, phosphate de calcium, avec une fonction ostéoconductrice ou ostéo-inductrice. Alors, il y a aussi les critères habituels comme la performance de la structure de soins ou de l'équipe, la chirurgie longue, le seuil étant mis à 3 heures, le contexte traumatique, inflammatoire, reprise opératoire, etc., les lésions nerveuses qu'on retrouve dans les revues générales, mais il est très difficile de s'adapter, je dirais, à la mode rachidienne, puisqu'il n'y a pas de travaux spécifiques à la chirurgie rachidienne, en tout cas sur ces critères-là. Alors évidemment, les anesthésistes ont aussi un rôle à jouer, fort heureusement. Dans la revue générale que je vous ai positionnée à droite, anesthésiologie, et dans d'autres travaux de synthèse, méta-analyse et autres, eh bien, on retrouve un certain nombre de médicaments qu'on peut administrer à objectif d'analgésie, mais antipyréalgie également, que ce soit la kétamine, la lidocaïne, la dexmédetomidine ou le néfopam, qui ont des propriétés antipyréalgiques et de réduction de la douleur chronique post-chirurgicale. Mais pour ce qui est de la chirurgie du rachis, eh bien, il y a essentiellement la kétamine et la lidocaïne qui sortent du lot, si je puis dire, avec des réductions de douleur. Alors là, on a l'impression qu'avec la lidocaïne, 70% d'effets, mais il y a très peu d'études en réalité par rapport à la kétamine qui donnent encore un certain nombre de résultats positifs, avec une étude en cours justement sur des précisions concernant les modalités d'administration de la kétamine pour la réduction de la douleur chronique post-chirurgicale. Alors,
pendant l'intervention chirurgicale, les chirurgiens peuvent travailler bien sûr avec les anesthésistes pour essayer de trouver des solutions. Et là, il y a très peu d'articles en réalité sur la loco-régionale en elle-même, en dehors, là encore, du prélèvement de la crête iliaque, avec 2 exemples. Une étude sur le TAP-bloc avec une efficacité à 18 mois et surtout l'infiltration par des anesthésistes locaux. Il y a 4 travaux dans la littérature que je cite dans la réduction de cette douleur chronique, en tout cas à 3 mois. Ça apparaît dans une méta-analyse qui a été publiée il y a quelques années. Alors, on ne peut pas occulter la problématique des opioïdes qui sont souvent très consommés en préopératoire par les patients, également administrés pendant l'intervention chirurgicale et évidemment qui sont poursuivis en post-opératoire. Et on sait qu'il y a des travaux dans la littérature qui montrent bien qu'il y a des patients qui consomment énormément d'opioïdes 3 mois, 6 mois, 1 an après avoir été opérés du rachis. Or, ces opiacés, via l'interaction et les récepteurs NMDA, vous connaissez très bien ce schéma de Guy Simonet, eh bien, entretiennent le risque de phénomènes d'hyperalgésie et on connaît les passerelles qu'il y a entre l'hyperalgésie et la douleur chronique post-chirurgicale, d'où la nécessité effectivement de prévenir cette consommation, cette surconsommation d'opioïdes et de tendre vers une épargne morphinique. Alors pour terminer, en guise de synthèse, simplement pour vous dire que la sensibilisation périphérique créée par les dégâts tissulaires, nerveux, dus à l'intervention chirurgicale, que ce soit au niveau du rachis, mais également au niveau de la prise de crête iliaque, eh bien, entraîne une chronicisation de la douleur par sensibilisation centrale. Et il y a des facteurs psychologiques, des signaux d'alerte en amont dont il faut tenir compte et prendre en charge, si on peut, bien sûr, la dépression, l'anxiété, et administrer des médicaments pendant l'intervention. La kétamine, bien sûr, l'épargne morphinique si c'est possible, la réduction du traumatisme chirurgical avec l'évolution des techniques opératoires, et puis la notion, effectivement, de vulnérabilité post-opératoire, elle est essentielle, et j'attire votre attention sur un dernier point, c'est qu'il y a des signaux d'alerte post-opératoire dont il faut tenir compte, il y en a 2 en particulier, c'est la sévérité de la douleur aiguë post-opératoire et le dépistage des douleurs neuropathiques en utilisant le score DN4 qui va nous permettre, on va dire, de tracer ces patients qui ont effectivement des douleurs neuropathiques qui n'existaient pas avant l'intervention chirurgicale et de poursuivre cette prise en charge, notamment en se connectant avec les structures de douleurs chroniques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. C'est vrai que de plus en plus, on remet la place de l'anesthésiste dans tout ce parcours du patient dès le préopératoire, à détecter les patients vulnérables avec toutes les possibilités et les risques de chronisation de la douleur. Le péropératoire, on a beaucoup de choses à faire, à proposer. Et en post-opératoire aussi, on voit de plus en plus qu'au fait, ce n'est pas fini. Ça veut dire notre rôle d'anesthésiste est encore dans le fait de rechercher ces signaux d'alerte dont vous avez parlé. Est-ce que, de façon pratique, au sein de votre équipe, vous mettez en place des stratégies qu'on peut partager avec ceux qui nous écoutent concernant cette détection de signaux d'alerte et leur prise en charge en post-opératoire ? Alors, il est très difficile d'organiser une consultation d'anesthésie, une consultation douleur ou même d'anesthésie ciblée sur les patients qui sont à risque de développement des douleurs chroniques post-chirurgicales. Alors là, c'est la chirurgie du rachis, mais il y a tellement d'autres chirurgies qui sont pourvoyeuses de douleurs chroniques. Et donc, dans un monde idéal, je sais qu'il y a des structures qui le font, probablement chez vous, il y a une consultation ciblée sur ces patients à risque qui sont vulnérables, que vous identifiez en amont, mais aussi en aval quand il y a ces douleurs qui apparaissent et qui sont anormales. Et vous pouvez suivre, mais nous, on n'a pas encore la capacité de mettre en place ce suivi des patients. C'est un objectif pour 2024. Je ne vous cache pas qu'on travaille dessus. C'est bien. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Tu nous as parlé du DN4. Est-ce que la valeur du DN4 téléphonique, quand tu as un patient qui contacte un anesthésiste ou une équipe de chirurgiens chez qui on suspecte une allodynie ou une douleur qui commence à devenir transitionnelle, dont on sait que ça ne va pas évoluer favorablement, quelle est la valeur d'un DN4 qu'on va faire au téléphone sans avoir de véritable examen ? Alors à ce moment-là, c'est le DN2. Et qui permet... Et moi, je voudrais inventer le DN3. C'est pas l'épargne morphinique, c'est on réduit le score du DN4. Bon, maintenant, le DN2 nous donne des indications pour justement identifier ces patients. Et je pense l'avenir, c'est aussi les objets connectés, c'est-à-dire que les patients disparaissent des écrans radars. Ça, c'est un réel problème. On ne les voit plus, les chirurgiens les revoient, mais nous, on ne les voit plus. Et donc, déjà, faire ce DN4
en rajouter un DN2 éventuellement par voie téléphonique, si je puis dire, et demander aux patients, si jamais il se passe quelque chose, de nous communiquer l'intensité de leur douleur et la caractéristique de leur douleur, eh bien ça, c'est un point positif qui peut nous permettre de suivre mieux les malades. Je pourrais rajouter, c'est vrai que le DN2, il perd en sensibilité, en spécificité, quand c'est juste le DN2, c'est-à-dire l'interrogatoire. Après, l'examen clinique, on peut leur demander par téléphone ou par de s'examiner eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un déficit? Est-ce qu'ils ont une allodynie, cette douleur qui est déclenchée par un stimulus non douloureux? Donc ça peut se faire, voilà. Ben oui. Parce que là, je fais un DN3, quoi. Non, je dis ça parce que nous, effectivement, je disais, nous, on l'a mis en place et effectivement, on demande aux patients de s'examiner, donc je fais un DN2,5. En fait, c'est parce que le 2, ça veut dire que c'est 2 réponses positives pour la positivité du test. Oui, c'est ça. Le DN2, c'est pas que ça soit les questions, c'est en fait qu'il faut 2 cases qui sont cochées. En fait, il y en a 10 items. Quand il y en a 4 sur le DN4 complet, c'est un DN4. Ça va être 4 items cochés. Il y en a 2 cochés, c'est quand c'est des questions seulement. C'est la positivité. Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'ai une super diapositive. Moi, un truc simple, moi, il me faut un truc, je pique. Sébastien, dans ma présentation, je m'attarderai sur ça. En fait, c'est le DN4 sans la partie de l'examen clinique. On va faire un tour. Voilà. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout le monde mais ça dit peut qu'il intéresser connaît. tout le monde, ça, parce qu'en fait, souvent, c'est des évaluations téléphoniques. Et c'est important, en fait, de pouvoir détecter cette douleur neuropathique. Et du coup, on vient à cette question de nos spectateurs. Une douleur neuropathique précoce en post-opératoire, faut-il la traiter rapidement? Voilà. Alors ça, c'est une bonne question. D'abord, il faut la suivre. Et c'est là qu'il faut faire intervenir soit nos collègues qui ont réussi à mettre en place une consultation post-opératoire axée sur la douleur, soit raccrocher les wagons avec la structure douleur chronique. Il y a beaucoup d'anesthésistes qui travaillent dans ces structures douleur chronique. Maintenant, il y en a 300 qui ont été labellisés. Et puis essayer de mettre en place une stratégie thérapeutique. Les auteurs proposent notamment d'introduire assez rapidement les gabapentinoïdes pour réduire cette douleur et essayer de prévenir cette chronicisation. Mais c'est difficile et je pense qu'il faut vraiment, vraiment examiner le patient. D'abord, il faut juste rappeler aussi à nos collègues qu'une douleur neuropathique qui existait avant l'intervention chirurgicale et qui se poursuit dans les suites opératoires, au même site, ce n'est pas une douleur chronique post-chirurgicale. C'est simplement le prolongement d'une douleur préopératoire qui malheureusement n'a pas été soulagée par le geste chirurgical. Donc ces patients qui sont en errance diagnostique pendant des années, qui n'ont pas été opérés tout de suite ou qui sont repris X fois, sont des patients qui sont extrêmement fragiles et pour lesquels on va avoir des difficultés à stabiliser leur douleur. Donc malheureusement, ce sont des patients qui ont un parcours du combattant extrêmement complexe. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu as dit sur la gabapentine qu'on peut introduire. C'est vrai qu'on peut introduire quand il y a une douleur neuropathique précoce. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, de qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que mon patient part avec sa gabapentine, il la laisse? Des fois, on retrouve des patients des années après que la gabapentine n'est pas efficace. Il faut savoir qu'il n'y a que un patient sur 5 dont la gabapentine est efficace. Donc, il faut absolument les adresser à quelqu'un qui sait évaluer et adapter le traitement et l'arrêter si besoin. Parce qu'il y a plein d'effets. Absolument. Ça, c'est le problème de... Là encore, l'errance thérapeutique avec des patients qui restent attachés à leur traitement. Ah, la prémédication. Alors, Sébastien, de mon côté, il me pose la question de la prémédication gabapentine. En fait, un patient qui est sur gabapentine, pour une douleur neuropathique, il faut la poursuivre. Ensuite, une prémédication que nous, on va introduire, c'est 0. Il ne faut plus donner de gabapentine en préopératoire. C'est bien ce que je demande. Oui, c'est bien. Il n'y a pas de réduction de la douleur chronique post-chirurgicale avec les gabapentinoïdes. Je rajouterais un truc encore, parce que Léa, tu demandais comment suivre ces patients. C'est compliqué. C'est vrai, pour nous, des fois, c'est compliqué, mais il y a 2 ou 3 petites choses qui peuvent être quand même importantes à faire. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même les gens qui sont experts. La première chose, c'est le petit tampon qu'on met sur le dossier, ça veut dire, ou dans le dossier d'anesthésie, marquer que le patient est plus vulnérable à la douleur. C'est des facteurs, ça, on arrive à le faire à peu près chez nous. La deuxième chose, c'est en parler aux chirurgiens. C'est-à-dire que si on ne forme pas les chirurgiens à détecter la douleur neuropathique, ils ne vont jamais nous les renvoyer, ils ne vont jamais une alerte. Et puis la troisième chose que je pense que personne ne fait et que ce n'est pas bien, c'est informer le patient avant d'une chirurgie ou quand on fait une anesthésie, dire il peut y avoir des douleurs chroniques post-opératoires. Quand elles sont neuropathiques, elles sont telles caractéristiques, attention, tirez la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si vous faites... Est-ce que quelqu'un informe un peu avant les chirurgies du risque?
Alors oui, j'ai 2 micros. Alors effectivement, c'est un véritable problème et nous, on a la chance de travailler avec quelqu'un qui gère la douleur chez nous, chronique, et on a mis sur les feuilles d'information un paragraphe sur la gestion des antalgiques et une explication sur une prolongation de la douleur au-delà de la chirurgie en considérant que c'était pas adapté, qu'il fallait dans ce cas-là qu'il recontacte notre centre. Et cette réflexion que l'on a, comme on travaille tous les deux avec Cyril Kemoner dans le comité douleur ALR, on va le proposer pour que ce soit ajouté aux informations qu'on a actuellement en anesthésie par le biais des supports de l'ASFAR, pour que ce soit directement directement pour les patients, quoi. C'est effectivement, on n'a aucune information faite actuellement par une société savante pour ça. C'est pas grave. Donc non, on va essayer de le faire. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne idée à rediscuter au sein du On va essayer de le faire pour le ouais. proposer assez rapidement. Là, je vous dis, nous, on a écrit le nôtre, donc on va le proposer maintenant, ce qu'on a fait, pour essayer de le modifier avec les différents membres du comité pour que ce soit rapidement proposé. C'est hyper important que ce soit proposé. Tout le monde en parle de cette période intermédiaire. Là, on voit bien, on a l'aigu, on sait faire. La chronique, on a des gens ici autour de cette table qui savent très bien le faire. Et puis on a une période de trouble là où on est un peu... on a une zone grise, quoi. Moi, j'avais pas beaucoup de matière grise, mais là, ouais, exactement. Et moi, je sais pas le faire. Nous, on a la chance d'avoir des chirurgiens qui commencent à se sensibiliser. Donc, on a vécu la génération ancienne des chirurgiens qui ne voulaient absolument pas parler des complications post-opératoires parce que sinon, ils remettaient en discussion leur réussite. Et là, en fait, la génération plus moderne est beaucoup plus à l'écoute du patient. Et il revoit de façon systématique les patients en général à un mois et demi après la chirurgie. Et effectivement, il y a des chirurgiens qui nous sensibilisent et qui nous alertent sur ces patients qui, dans la mesure du possible, on essaie de prendre dans le centre de traitement de la douleur. Alors après, ça dépend aussi de la localisation, de domicile du patient, mais en tout cas, on voit des chirurgiens qui sont de plus en plus sensibilisés à la douleur persistante post-opératoire. Ils sont bien éduqués, alors chez toi. C'est bien, ça, c'est bien. Juste deux petits points très courts. Oui. Le premier, c'est que j'ai travaillé pendant 15 ans avec un chirurgien qui s'intéressait beaucoup au profil psychologique des patients et envoyait très souvent ces patients voir un psychiatre en fait, pour les accompagner quand ils étaient extrêmement dépressifs, parce qu'il savait très bien que le succès de l'intervention était lié aussi à leur stabilité personnelle. Et puis, le deuxième point, c'est que la plupart des études en fait, sur la douleur chronique post-chirurgicale s'intéressent à une situation, c'est-à-dire un traitement, une technique chirurgicale. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, de temps en temps, elles sont publiées, ou un abord particulier, alors que c'est le parcours du patient qui devrait être pris en charge, avec toutes ses composantes. Et là, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a des patients qui ont des parcours extrêmement chaotiques, les profils psychologiques, la douleur chronique, la surconsommation d'opioïdes qu'on voit effectivement avant et après l'intervention chirurgicale, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Merci Frédéric. D'où l'importance de toutes ces trajectoires douloureuses de post-opératoire qui sont décrites et redécrites dans la littérature en post-opératoire.